Alors, merci à tous d'être là. Merci pour votre temps. Alors, est-ce que tu permets, Kadid, donc juste pour te présenter aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, il y a une majorité italienne, mais on va quand même dire que Kadid Nyong a obtenu sa thèse, a fait ses études de préhistoire à l'université de Ferrara. Je ne me rappelle plus en quelle année tu as eu ton doctorat. 2011. Et puis, combien 2011. 2011. Donc 2011 et tout de suite après, en 2012, vous étiez devenu enseignant-chercheur à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Et depuis, donc, Madame Khadija Nyong travaille sur la dynamique des techno-culturels du Middle Stone Age du Sénégal, et puis il s'intéresse aussi à tout ce qui est dispersion intra-africaine des hommes modernes sur la côte atlantique. Et on lui a demandé humblement donc à nous présenter une conférence sur les industries africaines. Donc il a choisi le thème du Middle Stone Age de l'Afrique de l'Ouest, un cas de conservatisme technoculturel. Et j'espère que il y aura des questions donc à la fin de cette conférence et que on va tous apprendre des choses très intéressantes sur l'Afrique de l'Ouest et en particulier le Sénégal. Donc, tu as la parole, Khadija. Merci, merci à tous d'être là. Merci pour votre temps et cette opportunité que vous m'offrez de présenter un peu les résultats, ou bien les résultats des recherches qui sont menées au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet en présentant d'abord le contexte de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'Afrique de l'Ouest, c'est que c'est une zone de l'Afrique qui est considérée comme une zone pratiquement inconnue d'un point de vue archéologique. Tout simplement parce que nous avons une absence de l'Afrique de l'Ouest dans la littérature. Et ceci ne va s'expliquer que par plusieurs facteurs. Et parmi ces facteurs que nous avons la forte acidité des sols que nous avons dans cette zone. Ce qui fait que les restes biologiques auxquels s'intéressent tant les archéologues n'existent pas, en tout cas à l'heure actuelle, sur cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a un déficit de recherche dans cette zone, qui est lié à la forte acidité des sols, mais un autre élément peut expliquer, c'est également l'histoire de la naissance de l'archéologie dans cette zone. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une zone qui a été colonisée par la France. Donc, nous sommes dans l'Afrique occidentale française. À l'inverse de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, par exemple, ou bien de l'Afrique de l'Est, où nous avons très tôt des archéologues professionnels qui prennent en charge l'archéologie. Ici, en Afrique de l'Ouest, jusqu'à la période des indépendances, nous avons essentiellement des amateurs qui font de l'archéologie le dimanche en général quand ils ont du temps. Ce sont des médecins, ce sont des soldats, etc. Donc, il y a essentiellement des signalisations de sites, mais également des ramassages de surface. Ce qui se passe, c'est que ce matériel-là, au lieu d'être conservé en Afrique, est essentiellement acheminé au musée des colonies à Paris. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui même, lorsque les archéologues viennent sur le continent africain, ces premières découvertes ne sont pas si vous voulez, que nous avons la création du département d'archéologie préhistoire de l'Afrique, de l'Institut français d'Afrique noire qui est aujourd'hui l'IFRO. Donc, pendant toute cette période-là, et même juste après les indépendances, les archéologues, maintenant les nouveaux archéologues, vont essentiellement se focaliser également sur les monuments funéraires. Ce qui fait que tout ce qui est préhistoire, tout ce qui est paléolithique, inférieur, moyen ou supérieur, et on peut laisser en rade. Donc, au-delà de ce fait, il y a également quelque chose qui freine l'archéologie en Afrique de l'Ouest, c'est l'instabilité géopolitique. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de guerres ethniques ou autres en Afrique de l'Ouest, et aujourd'hui, même si la plupart de ces guerres sont terminées et qu'il n'y a plus véritablement de conflits,
Ces zones sont des zones qui sont minées par des mines antipersonnelles, ce qui fait que même si vous avez beaucoup de moyens, que vous avez des possibilités, vous ne pouvez pas faire de la recherche pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui encore, nous avons des groupes armés comme Boko Haram, etc., qui sont en train de déstabiliser la zone. Donc, ce qui fait que l'archéologie va tout simplement être limitée. On ne va pas pouvoir examiner plusieurs zones. Un autre fait marquant en Afrique de l'Ouest, c'est le fait que les sites archéologiques sont généralement en surface. Ce qui explique cela, c'est que nous sommes dans une zone où le terrain il est plat. Il y a peu de bassins de sédimentation où on peut avoir une accumulation importante de sédiments. Et même lorsque cette accumulation intervient, nous avons de fortes pluies intertropicales qui font que nous avons des crues importantes qui vont tout simplement lessiver les terrains et, si vous voulez, charrier le matériel et mettre à nu les sites archéologiques qui vont essentiellement être retrouvés en surface. Et généralement, en archéologie, on n'aime pas les choses qui sont en surface parce qu'on a très peu de moyens d'atteindre ces types de sites. Un autre problème en Afrique de l'Ouest, c'est la destruction des sites archéologiques, soit par les particuliers. Il y a la législation pour protéger, mais dans la pratique, il n'y a absolument rien. Et parfois, c'est même l'État, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali ou dans d'autres pays, c'est essentiellement l'État qui, pour des travaux d'intérêt public, on va dire, détruit les sites archéologiques. Parce qu'il y a des impératifs de temps, il y a des impératifs économiques tout simplement à respecter. Ça, c'était une brève introduction pour un peu expliquer pourquoi est-ce que l'Afrique de l'Ouest demeure une terre qui n'est pas entrée dans le débat anthropologique. Maintenant, pour parler de ce Middle Stone Age, généralement, quand vous parlez de l'Afrique occidentale française, c'est la terminologie française qui a été appliquée, mais de plus en plus, on utilise le terme de Middle Stone Age. En règle générale, le paléolithique inférieur va correspondre à l'Early Stone Age, le paléolithique moyen au Middle Stone Age, et enfin le paléolithique supérieur au Late Stone Age. Bien entendu, les recherches aujourd'hui nous permettent de savoir que certaines réalités du Middle Stone Age ne correspondent pas véritablement au paléolithique moyen, et la même chose est valable pour le Late Stone Age. Alors, avant de nous focaliser sur l'Afrique de l'Ouest, il est important que nous rappelions dans les grandes lignes quelles sont les caractéristiques générales du Middle Stone Age en Afrique pour pouvoir voir quelles sont les différences qui vont être présentes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. En termes de chronologie, ce que nous avons, c'est essentiellement une période, une phase qui va commencer à partir de 300 000 ans jusqu'à 30 000 ans. Les nouveautés que nous avons, c'est un peu comme en Europe, nous avons l'apparition du débitage de Valois pour la production de lames, mais également pour la production de pointe, le débitage discoïde, et un peu vers la fin, nous avons l'apparition, si vous voulez, d'un outillage microlithique. Donc, ça, ce sont les grandes lignes de l'évolution du Middle Stone Age. L'apparition de nouvelles techniques, apparition de nouvelles méthodes. Nous avons parlé des méthodes. Pour ce qui concerne les techniques, essentiellement, on a, par exemple, le fait de chauffer le matériel avant de le tailler. Ça, ce sont des cas de figure que nous avons en Afrique du Sud essentiellement. Et nous avons également, comme caractéristique générale du Middle Stone Age en Afrique, nous avons une grande variabilité technoculturelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que nous avons l'apparition de nouveaux types d'outils qui n'existaient pas dans la période précédente. C'est essentiellement les pointes, les lames à dos, nous avons les pièces à retouche bifaciale, nous avons l'utilisation d'armatures qui sont émanchées, nous avons également, par exemple, des outils en os, et tout ceci est tout simplement accompagné par une diversification d'autres types d'activités, bien entendu. Et nous avons, parmi ces activités, le fait qu'il y ait le développement de pratiques sociales, de pratiques économiques qui sont différentes. Pourquoi? Parce que là, à partir de ce moment, à partir du Middle Stone Age, on assiste à une période où il y a des échanges
sur le territoire qui se font sur de longues distances. On a le cas, par exemple, de la grotte de Port-Épic, mais il y a également le transport de pigments ou d'autres types de matières premières comme de l'obsidienne, notamment en Afrique de l'Est ou bien, si vous voulez, en Afrique du Sud. Donc, tout ceci, ce sont de nouveaux comportements que l'on va noter à travers pratiquement toute l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud ou l'Afrique de l'Est. Seule l'Afrique de l'Ouest va présenter des cas de figure ou bien, si vous voulez, présenter quelque chose de différent. D'autres nouveautés dans le MSA, c'est essentiellement les pratiques symboliques. Ces pratiques symboliques sont liées à l'utilisation de l'ocre ou bien de l'utilisation des têtes d'autruche, la décoration des têtes d'autruche, ou bien de l'ocre, ou bien la création de pendentifs à partir de coquillages. Donc, tout ceci représente des nouveautés que nous avons. Et l'ultime nouveauté dans le Middle Stone Age, c'est essentiellement la présence de nouvelles espèces humaines. Ces nouvelles espèces humaines, on le sait déjà, c'est par exemple le cas de Djebel Irhoud, où nous avons Homo sapiens qui date de environ 300 000 ans, mais il ne faut pas oublier que nous sommes également en présence d'autres espèces comme Homo naledi, par exemple, ou bien Homo kibish, etc. Ce qui caractérise ces spécimens, c'est la diversité morphologique qu'il y a entre ces différentes espèces qui vont parfois associer des caractères archaïques, mais également des caractères modernes. Et la grande nouveauté, c'est que maintenant, grâce à toutes ces découvertes dans des localités qui sont différentes, on ne peut plus se dire ou bien choisir l'Afrique de l'Est comme le seul lieu d'émergence de l'homme moderne. Alors, ça, c'était une brève introduction pour vous dire un peu ce qui se passe dans le Middle Stone Age. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le Middle Stone Age dans la partie ouest du continent et voir comment est-ce que les cultures qui vont se développer dans ce Middle Stone Age vont être différentes du reste de l'Afrique et voir est-ce qu'on a la possibilité de répondre à la question de savoir si les différences qui vont être notées sont liées à des dynamiques de peuplement différents ou bien à des conditions paléoécologiques ou bien des conditions d'occupation des sites qui sont tout simplement différents. Et bien entendu, c'est une tâche extrêmement ardue parce que nous avons vu que nous avons des sols qui sont extrêmement pauvres en termes de vestiges biologiques. Alors, comme je l'ai rappelé tantôt, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, on a absolument pas, je dis bien absolument pas de restes biologiques qui datent du Pléistocène. On a des restes, les seuls restes que nous avons sont les restes qui ont été retrouvés à Io-Eleru, par exemple au Nigeria, et qui sont associés à des niveaux du Late Stone Age. Donc, préciser qu'il ne s'agit pas du MSA, mais ce sont des restes biologiques qui datent de la phase de transition entre le Pléistocène et l'Holocène. Il n'y a absolument rien qui date au-delà de cette période-là, et nous avions rappelé dès le départ quelles sont les causes de cette situation, de l'absence de vestiges d'origine biologique. Alors, si on n'a pas de vestiges biologiques en termes de restes osseux, on a tout de même des éléments génétiques qui permettent de savoir que cette zone de l'Afrique a joué un rôle extrêmement important en termes d'échanges, en termes de flux génétiques. Parce que les dernières recherches qui ont été faites permettent tout simplement de savoir qu'il y a eu un flux génétique entre des Homo sapiens récents et des Homo sapiens archaïques aux environs de 35 000 ans. Et il y a même la détection de spécimens qui sont inconnus en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une zone extrêmement importante d'un point de vue génétique. Une autre chose qui rend l'Afrique de l'Ouest importante dans la compréhension des dynamiques évolutives, c'est le fait que les lignes les plus anciennes du chromosome Y ont été retrouvées, par exemple, au niveau du Cameroun, chez les populations Mbo. Donc, et là, ce qui est intéressant par rapport à l'ADN mitochondrial qui a été longtemps utilisé et qui est considéré que Homo sapiens
a émergé vers 200 000 ans, c'est que là, on a 338 000 ans comme âge de l'ancêtre commun le plus récent. Donc, 338 000 par rapport à 200 000 ans. Et une autre chose, on retrouve en Afrique de l'Ouest l'haplogroupe L2 qui est extrêmement ancien et qui fait qu'on considère cette zone comme une zone qui a été très très anciennement peuplée, même si on n'a pas de reste biologique, si vous voulez, de reste osseux. Cette Afrique de l'Ouest-là, c'est une zone qui est extrêmement variable en termes de biogéographie. Généralement, on trouve une zone soudanienne, où on voit une zone sahélo-soudanienne où nous avons une diversité de types de végétation qui permettent d'avoir véritablement des ressources biologiques qui sont extrêmement variées. Et c'est dans ce type de contexte-là, essentiellement dans la zone sahélienne et dans la zone tropicale, que l'on va retrouver les sites archéologiques qui sont tout simplement liés au MSA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les sites MSA, ou bien les sites du Paléolithique moyen, pour certains, ont été découverts depuis très très longtemps. Et en ce moment, il y a un travail qui est en train d'être fait, un excellent travail qui est en train d'être fait par une équipe suisse, mais il y a également une autre équipe avec laquelle je travaille. On est en train de revoir tout ce qui a été fait. Mais les pionniers qui ont travaillé sur cette archéologie-là, c'est essentiellement Abdoulaye Camara et On a un problème de son avec Khadija. Travaux du bosque. Allô? Allô, La vous connexion m'entendez? n'est pas Il y a très la bonne. connexion il n'est pas très bonne. Il y a des coupures. Aïe, aïe, aïe. Là, est-ce que vous m'entendez? Là, c'est très bien, oui, très bien. Très bien. Allez. Bon, excusez-moi. Donc, des travaux sont repris au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Et lors d'une campagne archéologique menée en 2014, on est repassé sur toute la vallée du fleuve Sénégal, en tout cas la partie nord du fleuve Sénégal, où on a recensé un ensemble de sites extrêmement importants pour l'archéologie du Paléolithique moyen ou du Middle Stone Age. Et parmi ces sites, un va attirer l'attention parce que c'est les sites pour lesquels on a les dates radiométriques, parce que c'est ce qui manque essentiellement à l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons, dans cette dynamique de recherche, ou bien, si vous voulez, de mise à jour des connaissances du Paléolithique moyen ou du Middle Stone Age dans la vallée du fleuve Sénégal, ce qui a été prospecté, ce sont essentiellement les carrières qui sont situées au bord de la plaine alluviale, ou bien les anciennes entailles, ou bien les anciennes terrasses, qui, je rappelle, ont déjà été étudiées par Dubos. Ce qu'on a noté dans cette zone, c'est que généralement, le matériel archéologique va être associé à des niveaux dans lesquels on va essentiellement retrouver des pisolites ferrugineux, et ce n'est pas tout simplement valable pour le Sénégal, mais dans la plupart des pays sahéliens, ce sont dans ces types de contextes où on va retrouver le matériel archéologique bien en place ou bien tout simplement remanié dans différents types de contextes. Parmi les sites qui ont été découverts, il y a le site de Ndiayène Pendao. Le site de Ndiayène Pendao, qui se trouve au nord du Sénégal, va être caractérisé par un assemblage de type MSCI. En l'occurrence, on va retrouver un débitage levallois, un débitage levallois récurrent centripète, débitage également un débitage de type préférentiel, ce qui nous montre tout simplement que nous sommes en présence de MSCI. Plusieurs tests, ou bien si vous voulez, plusieurs tranchées ont été ouvertes. Malheureusement, le nombre de pièces retrouvées en stratigraphie est très peu, mais on a pu dater le niveau parce qu'on a tout simplement retrouvé les pièces in situ. Alors,
La particularité, c'est qu'on va trouver une technologie MSA qui date de 11 000 ans, 11 700. Donc, nous sommes à la transition entre le Pléistocène et l'Holocène. Ce qui est particulier, c'est que ce type de technologie a pratiquement disparu dans toute l'Afrique, parce que nous sommes tout simplement dans le LSC. Donc, ça, c'est, si on veut, une forme de conservatisme, c'est-à-dire qu'on continue à utiliser une technologie qui est abandonnée dans la majeure partie du continent. L'autre exemple que nous pouvons prendre de travaux qui sont faits présentement, c'est tout simplement au niveau de Unjugu, dans la vallée du Yamé. Unjugu a été découvert depuis 1988, mais les investigations vont prendre un peu de temps pour démarrer. Et c'est au niveau de Unjugu qu'on va découvrir une séquence extrêmement importante. Parce que dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest, il y a très peu de sites où on va trouver des artefacts dans une séquence importante, en tout cas d'un point de vue de l'épaisseur des séquences. Parce qu'à cause du ravinement, à cause de l'érosion, etc., ce sont ces facteurs dont nous avons parlé. Donc, Unjugu représente quelque chose d'exceptionnel dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest où les sites en stratigraphie avec une puissance importante sont extrêmement rares. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on utilise essentiellement les données de ce complexe archéologique pour pouvoir tout simplement parler de l'archéologie de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui se passe, c'est qu'un projet initié par le professeur Ucecom de l'Université de Genève, le projet c'est Paléo-environnement et peuplement humain en Afrique de l'Ouest, va permettre la découverte au moins d'une centaine de sites archéologiques qui vont être éparpillés sur environ 10 km. Donc, c'est complètement exceptionnel. Et la séquence va du paléolithique jusqu'aux périodes historiques. Donc, c'est complètement inédit. Ce qu'on va noter, ce sont essentiellement, si vous voulez, des ressemblances en ce qui concerne la stratigraphie que nous avons au niveau de la vallée de Yamé et également au niveau de du fleuve Sénégal ou bien de la Falémé. Ce qui est important, c'est de savoir que pour ce qui concerne le MSCI, on a plusieurs sites. Ce qui est important également, c'est de savoir que nous avons une séquence chronologique qui va être étalée dans le temps. Et nous avons essentiellement au niveau de au niveau de Unjugu, la seule représentation de l'Early Stone Age. Peut-être ce que je n'ai pas dit au niveau lors de mon introduction, c'est qu'on ne sait pas encore grand-chose sur l'Early Stone Age. On parle du Middle Stone Age, mais on ne sait pas encore grand-chose. Et le seul site dans lequel on a retrouvé des industries qui sont antérieures au Middle Stone Age, c'est tout simplement au niveau de Unjugu. Et tenez-vous bien, la chronologie que nous avons ici, c'est 180 000 ans pour une technologie qui date de plus de 2 millions d'années, par exemple en Afrique de l'Est. Donc, il y a encore là la persistance d'une technologie, ou bien, si vous voulez, la conservation, ou bien le conservatisme d'une technologie qui est encore une fois abandonnée dans pratiquement toute l'Afrique. Donc, ces galets aménagés, les sphéroïdes en quartz, etc., datent de 180 000 ans. Pour ce qui est du Middle Stone Age, la date la plus ancienne que nous ayons pour l'Afrique de l'Ouest, c'est la date sur le site, encore une fois, au niveau de Unjugu, sur un nucléus, un niveau recouvrant un nucléus le voilà préférentiel. Là, encore une fois, alors que dans d'autres zones de l'Afrique, le Middle Stone Age commence il y a 300 000 ans, ou bien même exceptionnellement 450 000 ans au niveau de Katupan en Afrique du Sud, nous avons le Middle Stone Age qui commence il y a 150 000 ans. Donc, il y a un décalage énorme entre l'Afrique de l'Ouest et le reste de l'Afrique. Et nous avons également beaucoup d'autres sites qui sont
plus ou moins bien conservés, dans des niveaux faiblement perturbés par des phénomènes alluvionnaires dont on a parlé tout à l'heure. Mais parmi les sites les plus importants, il y a le site de Orosobo et il y a le site du ravin de la Vipère. Là également, il y a une forte présence de la méthode de débitage levallois récurrent, bipolaire, mais il y a également l'utilisation de la méthode levallois préférentielle. Parmi la centaine d'occurrences archéologiques qui a été notée au niveau de Oundjougou, au moins 25 technocomplexes sont rattachables au Middle Stone Age. Et ces différentes industries vont tout simplement être essentiellement comprises entre 100 000 et 22 000 ans, mais avec une forte concentration de la population au niveau du stade isotopique 3 entre 50 000 et 30 000 ans. Ce qui est intéressant au niveau de Oundjougou, c'est qu'on n'a pas cette évolution linéaire de la séquence. D'habitude, ce que nous voyons, ce sont les galets aménagés, les polyèdres, etc., qui sont suivis par les hachereaux, les bifaces qui vont être les traits distinctifs de l'acheléen. Ce que l'on remarque ici au niveau de Oundjougou, c'est qu'on n'a absolument pas de civilisation acheléenne. On n'a absolument pas de biface. Après l'Early Stone Age, on note sur le champ un débitage de type levallois. Débitage levallois qui va être suivi par un débitage de type laminaire et ensuite nous avons l'apparition des pièces bifaciales. Donc il y a une petite incohérence, si on peut l'appeler ainsi, en ce qui concerne l'évolution technologique que nous avons ici. C'est pour cette raison que certains vont considérer qu'il y a eu tout simplement des introgressions au niveau de la zone, c'est-à-dire des occupations qui ont été interrompues par différents groupes de population. Ça, c'était pour la vallée pour Oundjougou. On va un peu retourner au Sénégal pour voir maintenant la vallée de la Falémé. La vallée de la Falémé, c'est tout simplement, la Falémé est un fleuve qui est tributaire du Sénégal, du fleuve Sénégal. Donc nous avons un ensemble de sites qui est également caractérisé par les mêmes phénomènes érosifs des vierges qui font que nous avons des ravinements qui permettent parfois de découvrir des sites archéologiques qui sont tout simplement in situ. Parce que ici, les crues peuvent avoir plusieurs dizaines de mètres et tailler profondément tout le sol. Là, encore une fois, à la suite des travaux qui ont été menés par Dubosc et Abdoulaye Camara, on a pu réviser l'intégralité de la séquence, où nous avons essentiellement le matériel archéologique qui est associé au Middle Stone Age, qui va être retrouvé dans le site, par exemple, de Toumbura 3, ou bien au niveau du site de Missira. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant avec les travaux de cette équipe suisse, c'est qu'ils ont fait des études extrêmement poussées d'un point de vue géomorphologique avec des méthodes qui n'existaient pas et qui ont permis essentiellement de préciser le contexte archéologique de la vallée de la Falémé. Dans cette vallée de la Falémé, on va retenir essentiellement deux sites MSC. C'est le site de Toumbura 3 et tout simplement le site de Missira. Là, encore une fois, ce qui est intéressant au niveau de Toumbura, c'est qu'on va retrouver le seul site où nous avons cette technologie bifaciale, c'est-à-dire le façonnage bifacial qui est extrêmement important. Et on va avoir une chronologie qui est de 35 000 ans. Et pour le site de Missira, là, on a un âge qui est beaucoup plus classique pour ce qui est des contextes du Middle Stone Age, où nous avons une date de 65 000 ans. Là, encore une fois, ce qu'on a utilisé comme matière première, c'est le sénexite, le jaspe, quartz, etc. Et nous avons les types de débitage classiques que sont le débitage levallois, mais également le type de débitage discoïde. Toujours au niveau de la Falémé, nous avons encore récemment découvert deux autres sites. Le premier, c'est une redécouverte parce que c'est le site de Laminia qui a été visité par Sir Degan, mais il y a également Abdoulaye Camara, et un autre site pour lequel même la prononciation est difficile pour moi, c'est le site de Sahomounia. Le site de Sahomounia.
La particularité encore de ces sites, c'est quoi? C'est que nous sommes dans des contextes archéologiques dans lesquels on retrouve une technologie MSA. C'est essentiellement un débitage de type levallois, un débitage de type opportuniste et discoïde. Les outils, ce sont les outils classiques, ce sont les denticulés, ce sont les encoches, ce sont également les ratoirs et quelques pièces bifaciales qui sont essentiellement les pièces les plus rares. Mais ce qui est intéressant au niveau de l'aminia, c'est que encore une fois, on se retrouve avec une technologie MSA qui va dater de entre 20 000 et 22 000 ans. Encore une fois, c'est une période pendant laquelle, dans le reste de l'Afrique, on n'utilise pratiquement plus la technologie MSA. Notre site qui va encore confirmer ce qui a été vu au niveau de Ndiaye Penda dans le nord du Sénégal, c'est dans le site de Sakomounia, où on a encore une fois, avec une datation ESL, la date de 11 000 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes carrément dans la période de transition holocénique. On entre carrément, on est dans l'Holocène si on considère la date de 11 700 comme la date de début de début de l'Holocène. Ici, pour le contexte archéologique, essentiellement, vous avez des graviers sous-belges sur lesquels vont reposer ce matériel qui va être associé à des sédiments fluviaux qui ont été tout simplement déposés et que l'occupation humaine s'est faite après la déposition de ces sédiments-là. Un autre site dont on va parler, c'est le site de Tchemassas. Cette fois-ci, on quitte tout ce qui est la vallée de la Falémé ou bien l'intérieur pour aller un peu vers la côte. Dans cette côte, nous avons un site important, c'est le site de Tchemassas. Encore une fois, comme vous le voyez, c'est le long d'un cours d'eau qui s'appelle Tchemassas. Donc, il s'agit tout simplement d'un site éponyme autour duquel on va avoir plusieurs occupations. Et cette occupation, on va voir que le matériel archéologique va être tout simplement associé à ces graviers dont on a parlé tout à l'heure. Dans ce site, on a effectué au moins 2 campagnes de fouilles archéologiques après avoir étudié le matériel qui a été conservé au niveau du Lifan. Et ce qui ressort, c'est que là, encore une fois, nous avons une chronologie qui va être comprise entre 62 000 ans et 25 000 ans. 25 000 ans, donc, c'est la phase la plus récente de ce MSC. Et là, qu'est-ce qui va encore une fois caractériser ce MSC? Ce sont les outils classiques, ce sont essentiellement des ratoirs que nous avons. Et nous avons, par exemple, également des pièces foliacées. Il y en a très peu. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce site a fait l'objet d'une controverse parce que tout simplement, beaucoup l'ont considéré comme un site, si vous voulez, de Later Stone Age, d'autres l'ont considéré comme un site néolithique, etc. Mais grâce aux investigations qui ont été faites, l'utilisation de nouvelles méthodes pour l'étude sédimentologique, on a pu tout simplement retrouver des industries en place et attribuer définitivement le site de Tchemassas au Middle Stone Age. Et nous avons essentiellement le débitage levallois, le débitage discoïde. Par contre, le débitage laminaire n'a pas été noté dans ce site-là. Et ça peut s'expliquer essentiellement par le fait que nous ayons des galets dont la morphologie se prête extrêmement mal à un type de débitage laminaire. Alors, ailleurs en Afrique, tout ce dont on a parlé, c'est essentiellement l'Afrique subsaharienne dans la zone sahélienne. Si on va dans la partie, si vous voulez, tropicale de l'Afrique, on va essentiellement retrouver 2 faciès. 2 faciès que sont les faciès qu'on appelle le faciès Zenabi et le faciès Maïlumbar. On est toujours dans le Middle Stone Age. La particularité, c'est qu'ici, on a défini des faciès culturels sans pour autant avoir défini la culture. Si on sait qu'un faciès, ce n'est rien d'autre que la variation ou bien la variabilité d'une culture. Donc, ça pose un peu de problème en ce qui concerne la terminologie. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons la présence de ce type de débitage levallois, mais le problème qui se pose, encore une fois, c'est un problème de datation. Les dates sont, on va dire, faites à partir de
de carbone 14. Et bien entendu, au moment où ces datations ont été faites, c'était une période où on ne connaissait pas, par exemple, l'effet réservoir ou bien d'autres types de contamination. Donc, ce sont des dates tout simplement à réviser. Toujours dans le Middle Stone Age de l'Afrique de l'Ouest, on va également parler principalement de deux cultures qui vont être dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, mais dans la zone tropicale. C'est ce qu'on appelle le Sangoan et le Lumbemba. Certains vont faire une distinction entre Middle Stone Age et Sangoan, mais la plupart des chercheurs vont considérer le Sangoan ou le Lumbemba comme étant des cultures qui appartiennent au Middle Stone Age. Là, encore une fois, tenez-vous bien, ce qui va caractériser ce Sangoan-là, ce sont essentiellement des choppers, des râtoirs ou bien des pics, en tout cas un outillage grossier qui va essentiellement rappeler, si vous voulez, l'Early Stone Age ou le Paléolithique inférieur. Donc, il y a encore une fois la persistance de types d'outils qui sont des outils anciens, qui sont à vue d'œil rattachables au Paléolithique moyen ou, si vous voulez, à l'Early Stone Age. Nous les voyons essentiellement dans la partie tropicale de l'Afrique de l'Ouest. Parmi les sites dans lesquels on va retrouver ce Sangoan, il y a le site de Asokoshola qui se trouve au Ghana. Là, encore une fois, on a un problème de datation. Mais sur la base des investigations pédologiques qui ont été faites et sur les informations paléoclimatiques, de type de sol, de pédogénisation, le matériel archéologique considéré comme MSC va tout simplement être dans une phase chronologique entre 25 et 13 000 ans. Là, encore une fois, 25-13 000 ans, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Mais encore une fois, pour ce qui est du Sangoan et du MSC, on a la présence de ce type de débitage levallois. On a également le type d'outillage grossier, c'est comme les bifaces par exemple, on a les choppers, les chopper-scrapers, les sphéroïdes, etc., qui sont également présents dans cette séquence-là du MSA, où nous avons une industrie Sangoan sur laquelle va reposer ce qu'on va appeler classiquement le MSA. Enfin, dernière culture que nous avons encore en Afrique de l'Ouest, c'est ce qu'on appelle le Lumpembien. Alors là, souvent, on considère le Lumpembien comme une culture qui va être adaptée à un milieu forestier. En Afrique de l'Ouest, c'est essentiellement dans très peu de pays qu'on va retrouver ce Lumpembien. C'est une culture qui est caractérisée par la présence de pointes lancéolées ou bifaciales, mais également par le débitage de type laminaire et le débitage de type levallois. Ce qui est intéressant avec ce Lumpembien, c'est que nous avons également un outillage microlithique. Aujourd'hui, on estime, je dis bien, on estime la chronologie de ce Lumpembien entre 250 000 ans et 150 000 ans. Mais les dates disponibles sont complètement en déphasage avec ces estimations parce que ces industries sont datées de 35 000 ans, 28 000 ans, encore une fois avec la méthode carbone 14, avec tous les problèmes que cela implique. Si nous faisons un peu une synthèse de ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on va voir que nous avons essentiellement les types de débitage classiques du MSA, que ce soit le levallois ou bien le discoïde, qui sont bien représentés dans la plupart des sites. Et ce qui est important par rapport à la séquence de Oudjougou ou bien de la Falémé ou d'autres séquences, c'est que nous avons également la présence de ce type de débitage pour des périodes extrêmement récentes. C'est le cas, par exemple, à Figuelouti, c'est le cas de l'Aménia, c'est également le cas de Sahomounia, etc. Donc, ce qui nous importe, c'est de voir la persistance ou bien la conservation de méthodes de débitage qui n'existent pratiquement plus dans le reste du continent. C'est à la phase de transition qu'on va noter dans certains sites l'émergence de produits de type, si vous voulez, géométrique dans certaines zones. Mais un des problèmes également de l'archéologie du MSA de l'Afrique de l'Ouest, c'est que dans la plupart des sites, on retrouve très peu de matériel. Il y a certaines exceptions. Si vous voyez sur le tableau, vous avez ces cercles qui vous montrent un peu quelle est la richesse de ces différents
de ces différents sites. Si vous voyez, pour certains, on a moins de 10 pièces, pour certains, on a 1000 pièces, certains, on a 10 000, etc. Donc, il y a beaucoup de sites où on a très peu de matériel et il est difficile de caractériser toute une séquence archéologique avec très peu de matériel. Il y a également, bien entendu, le façonnage qu'on a vu tout à l'heure au niveau de Tombouratre, mais qui est relativement rare, si vous voulez, dans certaines zones, par exemple, comme le nord du Sénégal. Alors, ce qui est intéressant de le voir, c'est que tous ces sites-là dont on a parlé, la plupart vont intervenir pendant une période où il y a une certaine humidité du climat et qui est tout simplement favorable à l'installation humaine. Nous avons dit tout à l'heure au niveau de Oudjougou qu'il y avait une forte présence humaine entre 50 000 et 30 000 ans. Nous avons la même chronologie sur la côte et nous l'avons également au niveau d'autres sites qui sont au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Si nous devons nous appesantir sur la terminologie, aujourd'hui le Middle Stone Age de l'Afrique de l'Ouest commence en tout cas à la date de 150 000 ans, à l'heure actuelle. Il y a un site qui a donné un âge beaucoup plus ancien, c'est le site par exemple de Bété qui se trouve en Côte d'Ivoire, mais qui a été daté à 250 000 ans, mais il y a toute une controverse sur la validité de cette date. Tous les autres ont été datés soit au carbone 14, soit avec la méthode OSL. C'est la méthode par excellence que nous utilisons dans cette zone, puisque nous avons très peu de vestiges archéologiques. Alors, en conclusion, juste pour terminer rapidement, pour dire que l'Afrique de l'Ouest, il y a une absence de fossiles datant du Pléistocène, mais les données génétiques font une zone où il y a un important flux génétique entre des spécimens archaïques et des spécimens récents. Un autre, ce que nous pouvons noter, c'est que la terminologie pour le moment du Middle Stone Age reste assez floue. Pourquoi? Parce qu'il y a une absence de définition claire, précise, mais également de dénomination pour les différentes cultures. Parce que pour déterminer un faciès, il faut d'abord avoir une culture. Un autre fait important, en Afrique de l'Ouest, on n'a pas cette évolution linéaire dont on parlait tout à l'heure, absence de biface, de Hachero au niveau de la séquence Ndjougou, mais il faut rappeler que Dubost et Camara ont trouvé des bifaces au niveau de la Falémé. Malheureusement, on n'a pas de contexte archéologique précis pour ces bifaces-là, pour leur donner une chronologie. Ce qu'on note, c'est également la persistance des outils classiques de l'Early Stone Age dans les cultures de MSC, comme par exemple le Songhoan. Donc, encore une fois, une question de persistance. Persistance technologique, mais également en termes de temps. Parce que nous avons des sites où nous avons le MSC qui va aller jusqu'à la fin du Pléistocène et même entrer parfois dans l'Holocène. C'est par exemple le cas de Njayen Pendao, dont on a parlé tout à l'heure. Au niveau de Tchemassas, nous avons jusqu'à la fin du Pléistocène, etc. Donc, ça sont des caractéristiques. D'un point de vue technologique, nous avons le débitage, le valois classique, le débitage laminaire. Et nous avons un point fondamental, c'est que si nous avons une grande diversité dans le reste de l'Afrique, ce que nous avons essentiellement comme point de distinction entre le Stone Age et le Middle Stone Age, à part la disparition de gros outillages dans la plupart des cas, nous avons essentiellement les pièces bifaciales foliacées. Nous avons vu que Tombora est un bon exemple. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les populations humaines se sont essentiellement installées à côté ou bien près des zones fluviales qui étaient déjà pourvoyeurs de matières premières. Donc, ce qui fait qu'on a pour le moment, je dis bien pour le moment, une absence de preuves d'échange sur de longues distances, comme on l'a vu comme caractéristique générale pour le Middle Stone Age de l'Afrique du reste de l'Afrique. Un autre élément caractéristique de ce Middle Stone Age, c'est que nous avons très peu de dates, mais c'est la chronologie dont nous disposons aujourd'hui fait que le Middle Stone Age de l'Afrique de l'Ouest est nettement plus récent que le Middle Stone Age de l'Afrique, du reste de l'Afrique. Que ce soit au Maroc, que ce soit en Afrique du Sud ou bien au Kenya, nous avons une chronologie nettement plus récente. Une autre chose dont on a parlé, c'est également l'exploitation des ressources marines. À l'heure actuelle,
on n'a pas de preuve de l'utilisation de ressources marines au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut prendre en considération le fait que, tout simplement, nous avons des sols extrêmement acides qui ne permettent pas la conservation de restes biologiques. Donc, il faut peut-être nuancer cette affirmation et dire tout simplement qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'évidence pour ce qui concerne l'exploitation des ressources marines. Et enfin, dans la majorité des sites MSA, nous avons essentiellement l'abandon de tout ce qui est outils caractéristiques de l'Early Stone Age, mais nous avons dans la plupart des sites de l'Afrique, du reste de l'Afrique, l'apparition d'un outillage microlithique qui est absent en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'à la période où nous avons ce MSA classique, au niveau des sites de la Falémé ou dans d'autres sites de l'Afrique de l'Ouest, nous avons déjà un outillage de type microlithique qui apparaît. C'est le cas, par exemple, à Pangaya Seydi, etc. Alors, ce que nous avons également, c'est que le LSA, c'est-à-dire la phase qui succède au MSA, qui va être comprise entre 16 000 et 12 000. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Nous avons tout simplement une contemporanéité entre le LSA et le MSA dans différentes zones de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui nous porte à penser, à suggérer essentiellement que les populations de l'Afrique de l'Ouest semblent avoir été relativement isolées de l'Afrique, du reste de l'Afrique, mais les données dont nous disposons nous vont nous permettre de suggérer des transitions d'un point de vue climatique qui ont été moins drastiques et favoriser peut-être des goulots d'étranglement génétique qui sont asynchrones entre les différentes espèces. Peut-être c'est un moyen qui pourrait expliquer pourquoi est-ce que nous avons la persistance de caractères morphologiques archaïques au niveau de populations qui sont des populations récentes. C'est le cas pour Ewo et le Roum, mais c'est également le cas en Afrique centrale, par exemple au niveau de Ishango. Donc cette persistance va tout simplement être d'un point de vue biologique, mais également d'un point de vue technologique. Donc enfin, le dernier élément, l'utilisation, par exemple, des côtes semble également être important dans la diffusion, peut-être, ou bien la dispersion des populations entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Donc, ça veut dire que s'il y a un échange, il y a des populations nouvelles qui arrivent, mais peut-être que ces arrivées ont été des arrivées qui ont été intermittentes et tout simplement qui n'ont pas pu permettre, si vous voulez, de phagocyter les populations les plus archaïques. Donc, je pense que je vais m'en tenir là pour dire de façon assez ramassée tout ce qui est MSC. Je dis bien de façon extrêmement ramassée pour tout ce qui est du MSC et de la persistance biologique et culturelle que nous avons dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Khadija, pour cette belle conférence très riche, très intéressante dans la mesure où tu nous as amenés en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal, et tu nous as permis de voir un peu tout ce qui est comme site préhistorique dans la région. Parce que moi, j'ai l'habitude, avec Abdoulaye, de ne parler que des amas coquillés. Donc là, ça change un peu. Donc c'est très intéressant, c'est très riche. Et je vous en remercie. J'espère que la discussion sera intense et très intéressante aussi. J'aurai deux petites questions à vous poser. Mais j'aimerais bien passer la parole à l'audience pour qu'ils puissent poser leurs questions. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi l'audience, ou peut-être le dire en italien, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens. Donc, s'il y a des questions à poser à Madame Khadi. Allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions, à envoyer des messages, à lever la main. Donc, je vois qu'il y a M. Robert Vernet qui est avec nous, qui est un connaisseur donc, de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être lui, donc, il a des choses à rajouter ou des interrogations sur ce que vient de dire Madame Khadija Niang.
Monsieur Vernet. Activez votre micro, voilà, merci, voilà. Oui, d'abord bonjour à tous les gens que je connais et ceux que je ne connais pas. Et bravo pour le contenu de la conférence. Il y a longtemps que j'attendais quelque chose comme ça concernant l'Afrique de l'Ouest et pas seulement le Sénégal. Je voudrais juste faire deux remarques pour l'instant. La première, c'est que je ne suis pas compétent pour tout ce qui est au sud de la Mauritanie, qui brille par son absence totale, parce qu'il n'y a rien de connu. Il est évident que le matériel qui a été montré, qui soit plutôt du type Chopper, plutôt du type Levallois, existe en Mauritanie, mais il a à peine été ramassé, sans contexte, etc. On ne peut rien en dire, ne parlons pas de datation. L'autre point, c'est la remarque sur le fait qu'on sait à peu près rien sur ce qui s'est passé sur le littoral atlantique. Et là, en Mauritanie, il y a un endroit au nord du banc d'Arguin où on trouve sur des zones de collines, à proximité de l'océan, mais sur des zones de collines, de la terrien. Probablement sauvegardé tout simplement parce que le niveau de la mer n'était pas encore arrivé là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a du matériel de ces périodes, atériens ou autres cultures de la même période, on peut en trouver sur le littoral dans des conditions très très particulières. Et je pense que côté Maroc, ça doit être plus facile, la configuration du littoral étant dans certaines zones très différentes, avec des points d'altitude pas très loin du littoral. Voilà, merci. Merci, M. Vernet. Alors, voilà, moi, c'était justement la question que je voulais poser à Khadija. C'est-à-dire, au début, donc, il y avait une diapo où il nous a montré des pointes pédonculées. Donc, il les a pas appelés atériens. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer, parce que l'atérien, pour nous, il descend jusqu'au sud du Sahara. Donc, est-ce que ces pointes pédonculées ou ces faciès existent également au Sénégal et comment vous l'appelez? Parce que j'ai vu que vous avez d'autres termes au niveau de la subdivision des cultures. Et donc, justement, ces pointes atériennes ou ces pointes pédonculées, puisqu'ils sont bien belles et bien présentes dans les industries laitiques du Sénégal. Ah oui. Oui. Alors, je disais que ces pointes pédonculées, on a très peu de spécimens. Ce qui fait qu'on réussit un peu à utiliser le terme de civilisation atérienne. Mais si on consulte les travaux de Thiers, il considère que l'atérien arrive jusqu'au Sénégal. Mais le problème, c'est qu'on trouve très peu de sites, et pour le site de Tchemassas, si nous regardons les publications qui ont été faites par Sir Descamps, il y a des pointes qu'on pourrait rattacher à cet atérien-là. Mais le problème, c'est que ces pointes-là sont en train de dormir dans des collections privées et ont été retrouvées hors contexte stratigraphique. On a retrouvé plein de pointes, on les appelle des pointes sahariennes, un peu partout au niveau de Dakar, mais c'est sans contexte archéologique. Et souvent, on ne peut pas, sur la base de 2 spécimens ou 3 spécimens, parler véritablement d'atériens. Mais je confirme que ces pointes pédonculées de plusieurs formes avec des ailerons, etc., c'est ce qui a amené le débat au niveau du site de Tchemassas. Parce que dans certaines collections, comme la collection Guillot, c'est une collection privée, il y a beaucoup de pointes pédonculées. Mais ces pointes pédonculées, on n'a pas accès à ces pointes pédonculées et ça a été retrouvé dans des contextes qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas véritablement quel est leur nombre, quels sont les... est-ce que ça a été du façonnage avec la pression, etc. On ne sait pas. Donc, ce ne sont pas véritablement des données qui sont exploitables. Mais je confirme bel et bien la présence de pointes pédonculées au niveau du Sénégal. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, Abdullah, il a peut-être une question ou un rajout pour une confirmation.
Merci, Larbi. Juste sur cette question de pointe artérielle, et c'est vrai ce qu'a dit Hadi, c'est que c'est des pièces qui sont le plus souvent très belles et qui ont fait l'objet d'une grosse collection. Donc la plupart des belles pièces du Sénégal ne sont pas dans ce pays. Et c'est vrai que si vous voyez les premières publications de Descamps et de Guyot, c'est toute une collection qui ne se trouve pas au Sénégal et qui est sortie. Et que quand on regarde également des sites comme Taïba, c'est là où il y a eu les plus belles armatures du Sénégal, mais toutes ces armatures-là sont dans des collections privées. Par rapport à la Falémé, il y a très peu de pièces de type atérienne, type armature. Il y a quelques pièces qui ont été trouvées, qui ont montré qu'il y avait donc un... Moi, je n'emploie pas les termes de LSA, j'emploie les termes de paléolithique évolué. Ce qui veut dire que dans l'industrie que nous avons, il y a une certaine évolution qui montre qu'elle se démarque par rapport aux autres. On peut appeler ça LSA si vous voulez. Maintenant, pourquoi? Il y a eu, avec Tillet, qui avait organisé le colloque de Limoges, vu qu'il y avait la position de cet terrien uniquement dans l'ouest du Sénégal, de Mauritanie, de la Mauritanie jusqu'à vers Taïba, on avait proposé une hypothèse de travail en se disant, s'il y en a moins du côté de la Falémé et beaucoup du côté de Dakar, mais qui s'est retrouvé dans des coalitions privées, c'est peut-être qu'il y a eu un passage au niveau du fleuve Sénégal avec la fermeture d'une dune ogolienne qui a permis au moins à ces gens qui correspondaient à la même période, parce que ça correspond dans l'ordre des 25 000, 20 000, etc., pour venir dans l'Ouest. Ça a été dit dans une communication, mais que la plupart des gens n'ont pas vu au Sénégal. C'était une communication de Bertrand Dubosc et de moi. On disait qu'il devait y avoir un couloir qui a permis aux Acériens de venir dans l'Ouest. Et je pense que c'est aujourd'hui l'une des régions qu'il faudrait investiguer. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des moyens de dater. Et ces moyens de dater-là, il faudrait qu'elles se mettent au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Comme le MSA se trouve également en quantité, moi je peux le dire, du côté de l'ouest du Sénégal. Parce que tous les sites de Sébikotane et autres, que Descamps a appelés moustéroïdes, font partie de ce truc-là. Mais il se trouve que les recherches anciennes qui ont essayé de différencier les industries inférieures, moyennes et supérieures se sont basées uniquement sur la typologie et on n'avait aucun moyen de datation. Quand on a commencé sur la Falémé Dubosc et moi, on ne pouvait pas dater. Les moyens n'existaient pas. Mais on est arrivé à trouver les cadres stratigraphiques et à proposer des dates. Et ces dates-là, aujourd'hui, je vois qu'elles sont confirmées par l'équipe Wiscom, etc. Donc, ce qui veut dire que finalement, les propositions en jouant avec les variations de l'oxygène, etc., on a été dans le bon truc. Et ça se confirme. Donc, je suis entièrement d'accord avec Hadi quand elle dit qu'il y a ces collections qui se retrouvent dans les collections anciennes. Il faudrait seulement que les équipes s'intéressent à l'ouest du Sénégal pour essayer de voir si vraiment, quel est le contact entre les sites de Taïba, de Kiamassas et autres avec l'Afrique, avec la Mauritanie et avec les sites de la Terrien. Autre chose, juste avant de donner la parole à Hadi, bon, ce que l'on voit également, c'est qu'au niveau de la Falémé, en fait, il y a une évolution continue depuis le paléolithique jusqu'à l'âge du fer. Donc, essayez de voir peut-être des groupes qui sont venus, qui partent, etc. Moi, je ne vois pas. Je vois plutôt, quand on regarde toutes les strates, en toute la stratigraphie, depuis les plus anciennes, depuis les niveaux à biface de Kiamassas jusqu'au niveau à hématite de l'âge du fer, on sait qu'il y a une évolution continue. Ces évolutions, il y a les dates de 250 000 pour le paléolithique inférieur, ça a été publié quand on a fait les fouilles de Sansandé. Les paléolithiques évolués dont les niveaux ont été bien datés à ce niveau, on a pu avoir avec la publication du paléolithique évolué avec Bertrand, mais il y a eu la difficulté que nous avons, c'est que
entre ces différents sites, il y a eu un dépôt sédimentaire qui est important jusqu'à la fin, et c'est là où se trouve la variation entre ce qu'on appelle le Middle Stone Age et le Late Stone Age. S'il n'y a pas de datation des niveaux, vous ne pouvez pas déterminer la position de ces différentes industries. Et aujourd'hui, la position de ces différentes industries ont été déterminées, c'est parce que seulement il y a des moyens de datation qui sont mis là-dessus. Au début, quand les préhistoriens se mettent uniquement à regarder l'évolution typologique des outils, on a réussi à faire des erreurs parce que quand même, depuis 1954, les Français ont vu qu'il y avait du paléolithique moyen dans la vallée du fleuve Sénégal. Donc, uniquement en regardant les variations typologiques. Et aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est qu'avec les moyens de datation qui sont présents sur le Sénégal, avec l'équipe USCOM et autres, on arrive à déterminer d'une manière plus sûre et de redimensionner, de redater des dates qui ont été uniquement obtenues par datation relative. Et je pense que je vais rejoindre Vernet, qui a travaillé aussi bien en Mauritanie qu'au Niger, et qui a montré toute une évolution stratigraphique, mais uniquement à travers la typologie, et qu'il faudrait qu'on reprenne ces études-là. Idé Oumarou travaille de l'autre côté. Il faudrait qu'on arrive à trouver des moyens pour les dater. On sait où se trouve le paléolithique inférieur, où se trouve le paléolithique moyen, où se trouve le paléolithique supérieur. Mais ce que nous n'avons pas, c'est des moyens de datation. Et aujourd'hui, ce que je vois plutôt, c'est que il y a beaucoup de chercheurs qui datent d'abord et qui commentent après. Au début, nous, on n'avait pas cette possibilité. On posait la typologie et les autres ont daté après. Voilà la grande différence entre les recherches anciennes et les recherches nouvelles. Je vous remercie. Merci Abdoulaye. Khadi, est-ce que tu as des éclaircissements? Comment répondre à Abdoulaye? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit quand il dit qu'il y a une certaine continuité de l'occupation au niveau de la Falémé. Les interrogations dont je parlais, c'est au niveau tout simplement de Oudjougou, pas au niveau de la vallée de Seine. Alors, pour ce qui concerne le Middle Stone Age de l'Afrique de l'Ouest, je dois dire que les travaux sont en train d'être faits, seulement que les résultats ne sont pas encore disponibles. Mais au niveau de Barnier, par exemple, Sébikotane, etc., j'ai travaillé personnellement et pour le moment, les résultats, on est en train de travailler sur ces sites-là. Ça va donner vraiment des informations extrêmement importantes sur la technologie et sur la chronologie. Ça va changer pas mal de choses, mais pour le moment, je ne peux pas encore parler de ces informations-là parce que les données ne sont pas encore définitives. Mais comme vous le dites, il est vrai, certaines séquences sont connues, mais encore une fois, c'est le problème de sécurité dont je parlais, de l'instabilité géopolitique de ces régions qui font que le Niger, on sait que bon, présent au niveau de la Mauritanie, c'est beaucoup plus calme, mais il y a, comme le disait M. il y a le problème de la stratigraphie qui est extrêmement difficile à résoudre au niveau de la Mauritanie. Et je profite de l'occasion pour vous remercier pour le travail que vous avez fait dans cette zone. J'ai fait ma thèse de master, pas de master, mais plutôt sur l'archéologie de la Mauritanie et beaucoup exploiter vos travaux. Et comme vous le dites, vous avez assez de dates pour ce qui est du néolithique, mais pour le MSC, comme vous le dites dans le paléolithique de la Mauritanie, préhistoire de la Mauritanie, on n'a pratiquement rien du tout. C'est difficile, même si les industries sont présentes, etc. Mais encore une fois, c'est la chronologie qui pose problème. On ne sait pas de quand est-ce que date cette industrie aérienne du Middle Stone Age. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport aux interventions. Merci Khadija. Alors, moi je voulais aussi, je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les participants. Est-ce que quelqu'un, Fontana, Federica? Oui. Voilà, on vous écoute. Federica, d'abord, je voulais vous féliciter avec Khadija, puisque vraiment, c'est une présentation très intéressante, très claire. Vraiment. Et donc, merci. Bon, il y a des différents aspects qui sont très intéressants, donc, que je ne connaissais pas du tout.
Et il y a un aspect qui m'intéressait particulièrement, et donc c'est cette perduration des industries du Stone Age à des périodes très récentes. Et donc là, je me demandais si vous, l'extension du territoire qui est resté lié à cette culture du Mid Stone Age au cours aussi de la dernière partie du Pléistocène, et si vous avez formulé des hypothèses quelles sont les raisons de cette perduration quand dans les autres parties du continent, on voit qu'il y a des changements. Merci. Merci Fédé. Alors, par rapport aux hypothèses, peut-être j'en ai assez parlé rapidement, c'est-à-dire que ce qu'on considère pour l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que les changements climatiques qui sont liés à la transition entre les phases glaciaires et interglaciaires, ou si vous voulez, pour être plus précis, en utilisant la terminologie africaine, entre les pluviales et les interpluviales, ce ne sont pas des périodes de changement extrêmement drastiques comme on le voit dans les autres parties du continent. Ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi est-ce que nous avons une certaine continuité, puisque le climat ne change pas trop, la végétation ne change pas trop, et également, si vous voulez, la faune ne change pas trop. Donc, les mêmes ressources sont exploitées. Donc, pourquoi véritablement changer si on n'a pas de raison de changer pour s'adapter à un nouveau type d'environnement? Et également, pourquoi également nous avons cette persistance d'ordre également biologique? Peut-être également, ça peut expliquer pourquoi est-ce que nous avons cette persistance de cette technologie au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et très probablement, en tout cas, ce sont des hypothèses à exploiter. Et pour ce qui concerne les données biologiques, on sait que ça va être extrêmement difficile. Il va falloir essentiellement se focaliser sur tout ce qui est donné paléo-environnementales avec des phytolithes, etc., pour pouvoir essayer d'apporter des éléments de réponse à cette persistance biologique et culturelle que nous avons au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont les deux principales hypothèses. Donc, ça signifie aussi très peu de contact avec les autres populations. Ça signifie qu'il doit y avoir aussi des phénomènes environnementaux qui ont évité vraiment des flux intenses entre cette région et les autres régions. Oui, c'est l'hypothèse. Parce que si vous voyez bien la position de l'Afrique de l'Ouest, on est un peu séparé de tout ce qui est Asie. Tout ce qui est Europe, il y a des distances qui sont assez importantes. Et souvent, les études se sont focalisées sur l'Horn of Africa. Et donc, ce sont les zones qui sont contiguës au continent africain qui sont le plus exploitées, où on voit le plus de vestiges archéologiques et on voit l'intensité de l'occupation de ces zones-là qui nous permettent de savoir que l'occupation a été intense. Probablement, ce n'était pas véritablement le cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, très probablement. Et encore une fois, ce sont des données qui sont extrêmement parcellaires. Et peut-être que d'ici 5-10 ans, on aura des éléments beaucoup plus probants. Merci. Merci, Camille. Merci. Alors, justement, vous avez parlé des faciès au sein de ces Middle Stone Age. Il y a combien de faciès dans le Middle Stone Age? Donc, dans la conclusion, je dis que la terminologie est assez floue. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de faciès sans pour autant déterminer la culture. Quand on parle de moustérien, de typique, etc., c'est parce qu'on a défini ce que c'était le moustérien. Par contre, pour l'Afrique de l'Ouest, essentiellement, ce qu'on a, on vous parle on peut avoir le tchémassacien, on peut avoir le sangoan et le lumbembam qui sont considérés comme des cultures, et les faciès qui sont essentiellement les faciès Maïlumba et le faciès Zerabi. Mais quelle est la culture? La culture n'a pas été définie. C'est ce qui pose problème. C'est pour dire tout simplement que l'archéologie de l'Afrique de l'Ouest est à sa tendre enfance. Parce qu'il nous faut résoudre ces problèmes-là. Que définissons-nous comme une culture ouest-africaine? Si je dis par exemple le Sangoan, on est d'accord. Quand je dis le Lumpemba, mais au-delà de ces deux principales cultures, tous les autres sont nommés, toutes les autres industries comme des faciès.
Un travail est en train d'être fait au niveau de la Falémé ou bien au niveau de Unjugu. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore dit à Unjugu, nous avons telle culture. C'est ce qui pose problème. On est en train de souvent se limiter à de la description technologique, sans pour autant, même si on critique la typologie, etc., et là, le mérite, cette typologie, de nous dire culturellement, voilà la culture et voilà les caractéristiques de cette culture. On est en train de, je pense qu'on est en train de trop s'appesantir sur la technologie et on est en train d'oublier de construire en tout cas les séquences chronoculturelles en disant voilà les cultures que nous avons. Parce que ça fait plus de 10 ans que ce projet est en train d'être mené au niveau de Unjugu. Et jusqu'à présent, on ne dit pas voilà les cultures que nous avons à Unjugu. On se limite à une description. Mais si vous voulez, pour l'Afrique de l'Ouest, retenez le faciès Maïlumba, le faciès Zenabi qui sont considérés comme appartenant tout simplement au Middle Stone Age. Voilà. Oui, mais si vous parlez, c'est-à-dire de faciès, c'est-à-dire il faut définir ce faciès en fonction de certains critères typologiques ou technologiques. Donc, soit il y a des outils particuliers, soit il y a une technique particulière pour définir c'est un faciès au sein de Middle Stone Age. Et donc, et après, il faut voir si ça existe un peu partout, et puis l'évolution d'un faciès à un autre. Comme nous, on a eu le problème de l'Altérien. L'Altérien, est-ce que c'est un faciès ou est-ce que c'est une culture? Donc, la question restera toujours posée. C'est-à-dire, c'est pas élucidé, mais l'Altérien caractérisé par les pointes pédonculaires, des micronucléus, des pointes un peu bifaciales. Vous voyez, donc, il y a un peu ce débat. Et j'aimerais savoir si c'est la même chose au Sénégal. Voilà, donc, voir comment vous avez défini chaque faciès, sur quoi vous vous êtes basé, sur quel outil ou sur quelle technique vous vous êtes basé pour le définir. Alors, ce qui concerne essentiellement le Sénégal, les premières études se sont basées essentiellement sur la typologie. Ce sont les travaux de M. Descamps, ce sont les travaux de M. Abdoulaye Camara et de Dubosc. C'est sur de la typologie stricte, de la typologie pure et dure. Donc, le problème ici, c'est que nous avons, nous avons essentiellement ce qu'on appelle le moustéroïde et nous avons ce qu'on appelle le tchébassacien. Le tchébassacien, c'est ce que nous avons sur la côte et le moustéroïde, c'est tous les ensembles lithiques qui sont au niveau de la vallée de la Falémé, depuis le nord jusqu'au sud. Dubosc et Camara avaient tout simplement défini ce qu'on appelle le moustéroïde. Maintenant, ce moustéroïde-là, il faut à un moment donné qu'on nous dise, ce moustéroïde-là, c'est un nom qu'on avait utilisé en parallèle, ou bien pour ne pas utiliser le terme de moustérien. Mais au départ, c'était en corrélation avec le moustérien qui est présent en Europe. Et pour éviter l'utilisation du terme moustérien en Afrique, ils avaient utilisé le terme de moustéroïde. Donc, ils considèrent que nous avons les mêmes caractéristiques dans le moustérien que dans le moustéroïde, en termes de, tout simplement, de technique typologique. Voilà ce qui est fait. Mais pour le reste, les nouveaux travaux qui sont faits au niveau de Unjugu, là, on ne nous a pas encore dit moustéroïde ou n'importe quelle autre culture. On définit les technologies qui sont utilisées, mais jusqu'à présent, personne ne parle du moustéroïde ou du moustérien de Unjugu. Ce n'est pas encore défini. On n'a que des descriptions d'ordre typologique, technologique, sans pour autant qu'il y ait un terme générique pour identifier ces différentes cultures-là. D'accord, merci. Alors, il y a plusieurs participants qui ont levé la main. Donc, et peut-être, il y avait Emmanuel, donc je ne sais pas s'il a une intervention. Emmanuel? Oui. Tout d'abord, je m'excuse pour mon mauvais français, mais je sais. En italien? Non, j'ai une petite remarque sur les pièces pédonculées. Il faut rappeler que nous ne sommes pas obligés de voir seulement à l'altérienne, parce qu'il y a des pièces pédonculées aussi dans les lupembiennes. Donc, il est possible d'établir des liens avec le sud aussi, pas seulement avec le nord. Il y a des pièces
dans le Pembien, dans le site de Zambia, par exemple. Et il est possible d'imaginer des liens avec le sud, pas seulement avec le Sahara. Oui, tout à fait. Il y a bien entendu des pièces pédonculées, des pièces foliacées que nous retrouvons dans la partie sud de l'Afrique, au niveau de la Namibie, également au niveau de la Zambie, Kalambo Falls, etc. Oui, les rivers. Oui, tout à fait. Mais pourquoi? Parce qu'il y a également une certaine différence, en tout cas d'un point de vue morphologique. On est beaucoup plus proche des pointes qui sont artérielles, des pointes entre guillemets artérielles du Sahara, que des pointes que nous avons au niveau de Kalambo Falls ou bien de tout autre site de Lupembien. En tout cas, d'un point de vue morphologique, strictement morphologique. Oui, mais sont beaucoup plus anciens. Les pointes pédonculées des rivers sont 200 000 années, plus anciennes. J'ai une question, à propos des contextes les plus récents, les 11 000 et 20 000. Bien que le site est dans un gravier fluviatile, c'est correct? Oui. Tu as déterminé que le site, le matériel est en place parce que le niveau est très fin et le matériel c'est fraîche. C'est vrai? Je voudrais savoir si dans les graviers, il y a aussi des matériels plus anciens, émoussés, érodés d'autres places ou non. S'il y a une coprésence de matériel fraîche et émoussé, ou il y a seulement le matériel fraîche. Ah, d'accord. Pour ce matériel, excusez-moi, je suis juste en train d'aller ouvrir la porte pour mon fils, donc je me déplace avec l'ordinateur. Alors, je dis que pour le site de Jaya Pendant, par exemple, le matériel, il est extrêmement vrai parce que le fait de vérifier le contexte a été quelque chose d'extrêmement important. On se posait la question de savoir est-ce que tout simplement ce matériel a été appelé là par l'érosion ou autre. Mais le fait de ne retrouver aucun matériel émoussé ou bien roulé nous a fait comprendre tout simplement qu'il s'agissait de matériel qui était in situ, qui n'a pas été roulé. Donc c'est du matériel qui est frais et qui est tout simplement in situ. Donc on a écarté l'hypothèse que ce soit tout simplement un site qui a été perturbé par des phénomènes géologiques ou bien tout simplement des inondations de plaine. Donc c'est du matériel qui est frais in situ. C'est clairement un gîte, oui, c'est clairement un gîte. Pardon? Un gîte de matière première. Le site, pour ce qui concerne la matière première, c'est essentiellement du sud-est qu'on a retrouvé. Et également, on a retrouvé dans les environs la possibilité des sources d'approvisionnement en matière première. Donc, ce sont des matières premières qui sont présentes dans la zone. Puisque nous sommes au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, il y a tout simplement tous ces cours d'eau qui charrient du matériel qui est exploitable par les hommes préhistoriques. Merci beaucoup, Kadi. Merci Khadija. Donc peut-être il y avait aussi M. Ngaye Tube, s'il est encore là, il voulait poser peut-être une question, un commentaire. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Madame Khadija. Moi, je voulais juste poser une question, c'est que dans l'entame de vos propos, c'est-à-dire que dans l'introduction, vous avez parlé des problèmes, des menaces dans les sites et dans l'archéologie en Afrique de l'Ouest, et surtout aussi le problème de l'aménagement du territoire, ainsi de suite. Donc, du coup, ce sont les perturbations. J'aimerais savoir, est-ce que dans vos projets, il y a une perspective de sauvegarde de ces sites, surtout au niveau de Bargny et de Thiemassas? Merci beaucoup. Alors, la question me fait un peu rire parce qu'on est confronté à ce problème. Pour votre information personnelle, le site de Thiemassas, il a été complètement détruit.
Parce que tout simplement, il y a l'extension de résidences secondaires qui sont carrément sur le site archéologique. Et je puis vous assurer qu'avec Sir Descamps, notre dernière visite, on a été chassés comme des malpropres. Parce que tout simplement, on voulait entrer dans des maisons qui étaient encore inachevées où on voyait clairement la position stratigraphique des différents vestiges. Mais on a été chassés. Pour ce qui est de Barnier, c'est encore beaucoup plus compliqué. Parce que tout simplement, il y a la centrale, une centrale électrique, et il y a des travaux d'intérêt généraux. Et le site a été vendu à des Turcs qui vont implanter tout simplement une usine. Donc, le dollar prime sur l'archéologie. Donc, ça veut dire que les Turcs ont acheté le site et le site, il est tout simplement détruit. Donc, ça pose problème. Le simple archéologue, en tout cas pour le Sénégal, aura beaucoup de mal à sauvegarder ou bien à mettre en valeur un site archéologique. Parce que tout simplement, des problèmes économiques priment sur la sauvegarde de ce patrimoine-là. Même si on voulait quelqu'un qui a un titre foncier, même s'il y a la législation qui protège ces sites, dans la pratique, c'est complètement impossible. Vous venez avec votre truelle, vous vous faites ramasser complètement. Donc, malheureusement, ce n'est pas le cas. L'avantage, c'est peut-être, je ne sais pas si je peux dire l'avantage, pour Barnier, on a eu la chance de fouiller une petite partie et ce matériel-là est en train d'être étudié et les résultats des datations seront disponibles sous peu. Donc, au moins, on pourra dire que Barnier date de temps. C'est le seul avantage qu'on ait pu, tout simplement. Merci. Allô, je vous entends mal. Merci Khadija. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions sur la préhistoire de l'Afrique de l'Ouest. Je sais qu'ils sont fatigués, mais c'était très bien. En tout cas, ça nous a permis de voyager au Sénégal. Ça, c'était une bonne chose. Et puis, donc, moi, j'avais bien aimé donc, de voir un peu toutes ces terrasses fluviatiles, donc, où il y a le Moustérien. Et puis, je me pose la question, c'est-à-dire pour chercher un peu la Cholia ou autre, c'est-à-dire les civilisations plus anciennes. Je sais que c'est un contexte complètement différent de chez moi, c'est-à-dire le Maroc. Mais c'est-à-dire qu'il faut aller un peu plus loin, vers les sommets, pour trouver un peu tout ce qui est ancien. Mais donc, j'attends toujours l'invitation de Camara pour visiter le Sénégal et pour prospecter avec lui, autre chose que les amas coquillers. Donc, j'attends toujours l'invitation. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Abdoulaye. Je sais qu'il va réagir. Vous êtes le bienvenu, mais ça va être un retraité qui va t'amener sur les sites, attention. C'est pareil. Mais juste quand même, avant, je félicite Khadi pour sa conférence. Ça a été vraiment, ça nous a permis au moins, je vois qu'elle a beaucoup travaillé, elle a fait quand même effectuer une grande synthèse. Et sur ce plan, je te félicite. Mais comme l'Arbi l'a souligné tout de suite, le problème de faciès, moi je me méfie toujours un peu des faciès. Parce que le faciès est avant tout, c'est dans un milieu non seulement environnemental, c'est dans un milieu spécifique. Et quand on parle de sangouin, de loupembien, etc., et que le plus souvent on voit des outils grossiers, ce ne sont pas des outils qui sont taillés comme sur du silex par rapport au sangouin. C'est d'autres types de roches. Et n'oubliez pas qu'on a eu un néolithique du Cap Manuel qui, dans la première fois, a été qualifié de sangouin et de calinien. Donc, ce qui veut dire que c'est toujours, il faut toujours se méfier de transposer une industrie qui se trouve vers l'Afrique centrale et autres pour l'amener vers l'ouest du Sénégal. Et vous voyez bien également, c'est la même erreur que certains collègues vont avoir en trouvant de l'oldowayen aussi bien en Côte d'Ivoire ou un peu partout. Faisons attention, travaillons sur place comme nous faisons, comme tu fais, etc. Et partons du local. Et peut-être un jour, quand il y aura
une grande réunion des Africains et des africanistes, on essaiera de voir si on peut créer des faciès. Mais pour le moment, je pense que c'est toujours un peu difficile de créer des faciès. J'en profite pour saluer Moustapha qui est derrière toi. Okay. Ouais. Allez, merci. Merci Abdoulaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette question de faciès, il faut d'abord qu'on règle les problèmes des différentes cultures, voir ce que nous avons pour pouvoir faire des comparaisons. Et là, juste le temps nous permettra d'avoir assez de données pour pouvoir faire les comparaisons adéquates et dire voilà ce qui lie l'Afrique de l'Est à ce qui lie l'Afrique de l'Ouest, etc. Tout simplement. Mais comme vous le dites tantôt, le contexte archéologique spécifique dans lequel nous travaillons, il est extrêmement important. Donc, vous avez pris le cas du Cap Manuel, c'est tout à fait vrai. On a comparé au Toumbien, mais avec les recherches ultérieures, on a vu qu'il y avait beaucoup d'éléments du néolithique. Donc, le contexte en tant que tel, il est extrêmement important pour pouvoir déterminer les cultures ou bien les faciès si l'on veut. Mais quoi qu'il en soit, des recherches sont encore nécessaires pour avoir une idée précise de l'évolution technoculturelle que nous avons en Afrique de l'Ouest. Je le rappelle encore, les données que nous avons sont extrêmement parcellaires. Merci. Merci Khadija. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on vous remercie tous. Hein? Donc, et j'espère que vous avez bien profité de cet après-midi pour apprendre un peu sur la préhistoire de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'on se donnera rendez-vous la fin du mois de mars avec une autre conférence. Le nom, donc le nom et le titre va être affiché très bientôt. Et je vais peut-être laisser la parole à Marta Marzarello, s'il veut rajouter quelque chose. C'est toujours dans le cadre de l'organisation de la 19e édition de l'USPP. En attendant que tout le monde soit vacciné, en attendant que le Covid soit éliminé de la planète, on aimerait bien qu'on se retrouve tous à Meknès au mois de septembre prochain, puis pour discuter de ces différents problèmes de la préhistoire et c'est-à-dire discuter les résultats de chacun de nous. Ça serait une occasion de se revoir et de se rencontrer. Voilà. Martha, tu as encore quelque chose à rajouter? Mais non, je voulais remercier Kadi beaucoup et surtout toi, Larbi, pour avoir organisé encore ces conférences. On enverra, comme Larbi l'a dit, au plus tôt possible les autres conférences qui sont organisées dans le cadre de l'attente du congrès de Meknès. Et comme aussi Larbi l'a dit, on espère que plusieurs personnes seront présentes à Meknès. On s'est rendu compte que c'est un échec d'organiser un congrès en présence en ce moment. Mais on est très confiant pour le mois de septembre et surtout un congrès comme celui de l'USPP, donc un gros congrès avec très nombreuses sessions en parallèle, ce sera impossible à organiser à distance. Donc, on espère que tout sera prêt, mais on est confiant parce que c'est probable que pour le mois de septembre, la plupart d'entre nous sera vaccinés et donc libre de se balader partout. Et j'espère que Kadi aussi sera présent pour une fois qu'on organise un truc en Afrique, c'est le pays à côté, n'oublie pas. Et on rappelle aussi que le dépôt des présentations, donc de vos contributions, c'est encore ouvert. Donc, on espère que vous pouvez déposer un maximum de propositions de communication et même si vous n'êtes pas encore sûr de pouvoir venir pour la situation sanitaire, c'est bien de déposer en communication. Et donc, je voudrais seulement remercier Kadi et Larbi et tous les collègues de Ferrara qui sont là. Et à la prochaine. Et on vous prie déjà aussi de diffuser au maximum aussi par vos réseaux toutes les informations sur ces conférences. En tout cas, même si c'est clair qu'en ce moment, il y a 1 million de conférences online de tous les types, on va la mettre sur les canaux YouTube du USPP, donc du congrès USPP. Donc, on donnera encore de la diffusion à cette initiative. Et bon, donc merci et je souhaite une super bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup Martin. Donc alors voilà, justement, je veux remercier Khadija pour sa belle conférence et puis pour le dernier article
J'ai pas été lu, j'ai le lu en diagonale. Et puis, merci à toute l'assistance. Et j'espère que vous serez nombreux à la fin du mois. Je vais vous annoncer une autre conférence. Et j'espère que vous serez nombreux aussi à MCNES. Envoyez vos résumés, quand même. Il faut les envoyer. Il faut s'inscrire sur le site du congrès. Et puis, cette conférence, il sera aussi sur, il est enregistré sur la chaîne YouTube du congrès. Donc, il faut être abonné à cette chaîne. Il y a déjà des conférences nous avons organisées au mois de septembre dernier. C'est là. Et puis, au fur et à mesure, donc, on va enrichir et puis élargir un peu le débat sur tout ce qui est problème de préhistoire dans le monde, puisque c'est le USPP qui s'intéresse à toute la préhistoire de la planète. Donc, on va faire la même chose, entamer les discussions, élargir les discussions sur tous ces problèmes et puis faire un connect, un lien entre les chercheurs du monde entier. Voilà. Merci beaucoup. Merci Larry. Et à très bientôt. Il ne fallait pas trahir le périodique inférieur. Hein. Merci bien. Merci, Au revoir. merci beaucoup. Allez, au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci. Ciao, Manu. Ok, au revoir. Ciao Gadi. Ciao Manu. Ciao. Bye bye, Larry. Allez, au revoir. À Au bientôt. revoir. Bye bye. Hi, hello Telmo. It's a new way to see us. On peut nous laisser Moustapha là. Où est-ce qu'il est passé? Moustapha, il est super Ça va, il est derrière. Il est Comment derrière. Mustafa? Oh, Salut Mustafa. Ah, C'est le petit. alors, hein. quand est-ce que tu nous ferais une conférence sur la préhistoire? Comment? L'ho visto nascere da Tu Coletti. vas nous faire une conférence. È tuo Je vous figlio? entends mal. Ah, Quando lo fai diventare preistorico? Ah, Mustafa. fanno sempre gli artefatti, quindi abbiamo È meglio speranza. calciatore, però Cadì, meglio calciatore, mettilo col pallone, fallo giocare a calcio. Sicuro. La preistoria non paga. Eh? allez, ok, bye bye. Va Salut bene, Larry, a bientôt. Salut a tutti. Salut Merci Larry. beaucoup. Allez, au revoir. Ciao Manu, salut Asna.